Bonjour à tous, donc on est ensemble pour une quarantaine de minutes pour parler de service client et comment décharger, faire retomber un peu la pression sur le service client. Donc j'ai une présentation qui va durer à peu près une trentaine de minutes et puis après il y aura un temps pour les questions, donc n'hésitez pas à poser des questions à la fin, qu'on échange autour de ces problématiques et autour éventuellement de vos problématiques. Quand on n'est pas très nombreux, autant en profiter pour aussi étudier quelques cas particuliers. Donc je suis Frédéric Mirbeau, je suis le CEO et le fondateur de Welcome Track. Notre mission, notre job chez Welcome Track, c'est d'aider nos clients e-commerçants à proposer une expérience post-achat qui soit le plus fluide possible et qui soit la plus sans couture pour les destinataires, pour vos clients en fait. Donc ce qu'on fait chez Welcome Track pour satisfaire cette mission, c'est de proposer une application SaaS qui va récupérer de l'information chez les e-commerçants, donc chez vous, qui va récupérer de l'information chez les transporteurs, éventuellement sur votre logistique. On va agréger et calculer tout ça en temps réel. Et on va proposer 4 types de services. Le premier, ça va être des statistiques. Donc on calcule une centaine de KPI sur l'ensemble de la chaîne logistique et transport. La deuxième chose, ça va être du contrôle opérationnel. L'idée, ça va être d'analyser tout ce qui se passe, de servir en fait d'espèce de tour de contrôle, d'analyser ce qui se passe et de ressortir les commandes des expéditions sur lesquelles il y aura des problèmes et sur lesquelles vous devez agir. La troisième partie, qui est la plus importante pour nous et qui va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de la fidélisation client. Donc l'idée, ça va être de pousser de l'information vers vos clients pour qu'ils soient rassurés et qu'ils ne contactent pas donc, le service client. Et la quatrième brique qu'on a rajoutée il y a 1 an et demi maintenant, c'est de l'édition d'étiquettes, à la fois pour les retours, quand un client souhaite faire un retour, et également étiquettes dans les entrepôts pour envoyer les colis tout simplement. Donc on travaille avec les acteurs majeurs du e-commerce, donc on travaille plutôt avec peu de clients, mais que des gros clients, qui sont à la fois des retailers ou des pure players dans à peu près tous les domaines d'activité. Voilà, donc c'est la fin de la page de pub. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et on va commencer par quelques chiffres, alors que vous connaissez déjà peut-être, parce que c'est des chiffres qui sont largement diffusés depuis quelques temps. Le premier, qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité, c'est que les internautes, une fois qu'ils ont passé leur commande sur le net, il y en a la moitié qui sont un peu inquiets. Et ça s'explique assez facilement. Les internautes, les clients, tant qu'ils n'ont pas rentré leur numéro de carte bancaire, finalisé leur paiement, finalisé leur commande, c'est eux qui ont le contrôle, c'est eux qui maîtrisent tout, c'est eux qui décident d'ajouter des produits au panier et au final de les acheter, de finaliser les commandes. Et une fois que cette étape est passée, ils attendent, ils ne savent plus ce qui se passe, et du coup ça peut rapidement devenir anxiogène, et ils peuvent rapidement bombarder le service client de demandes d'informations pour savoir où est leur commande. Ça me porte même un nom, ces appels-là, c'est les Wizmo, Where is my order. C'est des appels qui ont zéro valeur ajoutée, qui encombrent les services clients. Donc toute l'idée, ça va être de tuer ces Wizmo et de les réduire au maximum. Deuxième chiffre pour planter un petit peu le décor, qui est plus récent et qui est un peu inquiétant, c'est que plus de la moitié des clients qui ont eu un problème de livraison sont susceptibles de ne plus commander chez vous. Alors ce chiffre-là, il est à relativiser. Ce qui va pouvoir faire varier, c'est l'expérience qu'il a avec votre marque. Est-ce que c'est une marque, est-ce que votre marque est très connue ou pas? Quel est le niveau du problème de livraison? Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire que ce qui se passe sur cette dernière phase dans la vie du client chez vous, ça c'est extrêmement important. Et si cette phase se passe pas mal, se passe pas bien, pardon, vous prenez des risques pour la suite de la relation commerciale. Troisième chiffre, c'est que quasiment 70% des clients qui ont commandé en ligne ont eu au moins un incident de livraison. Donc c'est quelque chose de très fréquent, les incidents de livraison. Encore une fois, la perception est très différente en fonction des typologies de produits et des personnes. Mais ça veut dire qu'à peu près tout le monde a connu dans sa vie de client ou va connaître dans sa vie de client e-commerce un problème de livraison et du coup qui risque de le faire switcher sur une autre boutique en ligne que la vôtre. Et au final, si on résume un peu brutalement la situation, pour la quasi-totalité des clients, la livraison, c'est une prise de tête. Alors encore plus quand on parle de livraison de colis volumineux, où il y a de la prise de rendez-vous, où il y a des créneaux, des fois de 4 heures, de 8 heures, où il faut être présent. Mais d'une manière générale,
c'est perçu par les clients comme un problème et quelque chose qui va plutôt les embêter qu'autre chose. Alors ça, c'était les chiffres jusqu'en janvier. En février, il y a un truc amusant qui nous est arrivé, c'est le Covid. Ça n'a pas fondamentalement changé cette perception-là, mais ça a rajouté quelques petites subtilités. En fait, le Covid, il a eu deux effets. Un qui est plutôt positif, c'est que le e-commerce s'est beaucoup développé. Nous, on a fait des analyses dans les premières semaines, enfin pendant toute la durée du confinement, et on s'est aperçu qu'après les 2 premières semaines où il y a eu pas mal de flottement, où le e-commerce a plutôt baissé, dès la 3e semaine, sur un panel de nos clients, alors qui sont plutôt des gros clients, des gros e-commerçants, le e-commerce est remonté très fort. On a eu des surperformances de plus 20 points, plus 40 points sur certaines semaines. Alors ça, c'est en plus de la tendance naturelle de nos clients, dont certains étaient déjà à la hausse. Alors c'est très variable en fonction des secteurs d'activité. Il y a clairement des secteurs d'activité qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Je pense aux produits techniques, au bricolage, aux articles de sport, etc. Sur le textile, ça a été un peu plus compliqué. Sur le meuble, un petit peu plus compliqué. Mais globalement, le e-commerce va beaucoup mieux maintenant. Il allait déjà très bien, mais il surperforme depuis le confinement. Ça s'est un peu réduit à la sortie du confinement, mais on est toujours sur des niveaux de surperformance entre 10 et 20 points. Donc ça veut dire que le e-commerce va continuer à se développer encore plus qu'avant. Ça a été un accélérateur assez important. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, elle aurait déjà eu à elle toute seule un impact sur le deuxième point, qui est que les opérations, comme il y a plus de commandes, on est quasiment dans une phase de pic permanent. Donc ça c'est un peu compliqué à la fois pour la préparation de commandes et pour le transport. Donc ça met un peu les opérations sous tension. Et le Covid va aussi mettre les opérations sous tension pour plusieurs raisons. Il y a un certain nombre de règles, de process qui sont imposées par le Covid, de distanciation sociale, de changement d'habitude, qui font que les préparations de commandes sont un peu plus compliquées, le transport est un peu plus compliqué. Donc ça rajoute de la tension sur les opérations. Et le deuxième point, la deuxième conséquence qui est directement liée au Covid, c'est de l'absentéisme. Il y a plus de gens malades, donc moins de gens dans les entrepôts pour préparer les commandes, moins de gens pour transporter les colis. Donc du coup, tout ça fait que la situation est un peu plus compliquée au niveau des opérations de transport. Et on va arriver dans la peak season à partir du Black Friday d'ici quelques semaines. Ça va être encore plus compliqué. Et quand c'est compliqué sur les opérations, ça se reporte directement sur le service client qui est bombardé d'appels. Et donc le risque, c'est que votre service client soit tellement sous pression qu'il soit au bord du burn-out. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment éviter ça, voir quelques tips que vous pouvez mettre en place assez rapidement pour décharger le service client, pour éviter les fameux Wismo, et pour faire en sorte que le service client gère des problématiques qui soient vraiment pertinentes pour lui. Alors, pour faire baisser la pression sur le service client, on a deux leviers en fait. Le premier, c'est d'agir sur les opérations, donc faire en sorte que les opérations se passent mieux, qu'il y ait moins de soucis. Alors vous pouvez avoir la main sur une partie du problème, notamment sur la préparation, peut-être en organisant mieux, en recrutant du monde, en prenant des prestataires complémentaires pour gérer votre préparation. Sur le transport, il faut peut-être augmenter le nombre de transporteurs, diversifier votre portefeuille transporteur, mais il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas agir. Là, on va plutôt se concentrer sur le deuxième aspect sur lequel vous pouvez agir, qui est faire en sorte que les clients n'appellent pas. Alors, c'est pas uniquement n'appellent pas, c'est n'éprouvent pas le besoin d'appeler. Parce que pour qu'ils n'appellent pas, c'est assez simple. Vous fermez le service client et vous n'aurez plus de problème. En revanche, en termes de satisfaction client, ça commencera à poser quelques problèmes. Là, l'idée, c'est de réduire la pression sur votre service client tout en ayant une satisfaction client qui soit au même niveau et voire en hausse. Donc on va pour ce faire étudier 5 situations, alors il y en aura certainement d'autres qu'on pourrait mettre en place pour faire baisser cette pression sur le service client. La première, ça va être, on va prendre la chaîne plutôt par ordre chronologique, depuis la finalisation de la commande jusqu'à l'arrivée chez le client et les problèmes qui peuvent arriver entre-temps. Donc la première situation sur laquelle vous pouvez déjà communiquer avec vos clients pour éviter des contacts au service client, c'est si vous constatez des retards sur la préparation de commande. Quand on est e-commerçant,
Naturellement, on peut être tenté de taper un peu sur les transporteurs et de penser que tous les retards viennent de chez eux. Nous, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de retards aussi qui viennent déjà en amont, avant l'expédition, sur la préparation de commande. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier, c'est quelque chose qu'il faut monitorer, sur lequel il faut avoir des délais. Et il faut se rendre compte le plus rapidement possible quand il y a des retards et prévenir les clients quand il y a des retards. Quand vous avez un retard de préparation, il y a toutes les chances qu'en bout de course, ça se traduise par un retard de livraison chez le client et que vous ne teniez pas du coup la promesse que vous avez faite à votre client. Donc ça, c'est un délai à monitorer. Et dès que vous constatez un retard, soit vous pouvez le gérer au niveau des opérations, c'est-à-dire prendre un transporteur plus rapide pour rattraper le retard de la préparation, soit avertir le client que la promesse de livraison que vous lui avez faite au moment de la commande est décalée d'une journée ou deux parce qu'il y a eu des problèmes dans la préparation. Donc ça, c'est vraiment un point important qui est assez rarement fait. Alors ça s'explique aussi parce que les systèmes sont assez souvent en silo. Il y a la logistique d'un côté et le transport de l'autre. Ça ne communique pas toujours très bien entre les deux systèmes. Et on n'a pas toujours la possibilité de récupérer toutes les informations. Il n'y a pas forcément de dates de promesses d'expédition qui sont définies dans les systèmes des e-commerçants. Mais bon, c'est quand même un point qu'il faut vérifier et qu'il faut monitorer. Le deuxième point, ça va être évidemment d'informer vos clients quand la commande part. Alors ça, c'est généralement un basique. Tous les commerçants font ça. Le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il faut envoyer ce mail au bon moment, ce qui n'est pas toujours le cas, et avec les bonnes informations. Ce mail, il peut partir, en fonction des process que vous avez dans vos entrepôts, il peut partir à la vraie expédition de la commande, c'est-à-dire au moment où le camion du transporteur quitte l'entrepôt. Donc ça correspond à l'expédition. En revanche, on s'aperçoit, nous, assez régulièrement que la date qui nous est communiquée comme étant une date d'expédition n'est pas vraiment la date d'expédition, mais assez souvent la date à laquelle l'étiquette transport va être éditée. Et si vos entrepôts, ce qui arrive assez souvent, produisent des colis après la date de ramasse, enfin l'heure de ramasse, c'est-à-dire si votre transporteur passe à 16 heures et que dans votre entrepôt, vous continuez à travailler jusqu'à 18 heures, vous allez produire des colis, étiqueter des colis, et donc on aura une date d'expédition qui ne sera pas la bonne. Et vous allez envoyer un mail à votre client pour leur dire c'est bon, c'est expédié. Et si le client va sur le site de transporteur, il va voir que ce n'est pas expédié. Et là, ça risque de générer des appels chez vous au service client. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui va déclencher l'envoi de ce mail? Le deuxième point, c'est qu'il faut évidemment fournir la bonne information au client et notamment lui rappeler la date de promesse de livraison, c'est-à-dire la date à laquelle il devrait avoir son colis ou il pourrait avoir son colis entre les mains. Quand je dis il pourrait avoir, c'est si c'est une livraison point relais qui ne va pas le chercher, il comprendra bien que cette date dépend de lui et pas de vous. Si c'est une livraison point de retrait, ça peut être intéressant de rappeler le point de retrait sur lequel il a demandé la livraison et qu'il puisse trouver facilement les horaires de livraison, les horaires d'ouverture de ce point de retrait, éventuellement une carte, l'adresse, etc. Vous pouvez aussi rappeler dans ce mail, c'est fait généralement, le contenu de la commande. Si votre client a passé une commande importante qui peut être splittée sur plusieurs colis, ces deux colis peuvent avoir des vies différentes et partir à des dates différentes. Donc c'est intéressant de lui rappeler qu'est-ce qu'il va recevoir dans le colis qui est expédié. Le basique également dans ce mail, c'est de mettre un lien pour que le client puisse suivre son colis. Ce qui se fait assez fréquemment, c'est de mettre un lien vers le site du transporteur qui détaille l'acheminement du colis. C'est plutôt une mauvaise idée, c'est facile à faire, mais c'est plutôt une mauvaise idée que je vais vous détailler sur le slide d'après. Donc là, on a un exemple d'une page de suivi d'un colis expédié par Sephora. Alors le premier point qu'on voit, c'est que le logo Sephora il est un peu dégueulasse, donc ça détruit un peu l'image que les e-commerçants ont beaucoup de mal à construire. Ça n'a rien à voir avec la charte graphique de Sephora. C'est le maximum de personnalisation qu'on peut avoir. Vous n'aurez jamais plus qu'un logo, et quand on voit comment les logos sont traités, c'est pas très propre. Le deuxième point, c'est que on retombe dans le cas que je vous évoquais précédemment. Là, le mail d'expédition est peut-être parti un peu vite, il est peut-être parti à l'édition d'étiquette, et du coup, le message qui est affiché, si le client clique tout de suite sur le lien pour aller chez Colipost, on lui dit déjà le message il est super long.
on lui dit en gros que non, le colis n'a pas été expédié, il est toujours chez le e-commerçant, donc il est toujours chez Sephora, et il va être expédié. Donc ça, déjà, rien que ça risque de déclencher un appel chez vous. Donc ça, autant l'éviter et bien synchroniser les informations. La troisième chose pour laquelle ce n'est pas vraiment une bonne idée d'utiliser la page du transporteur, c'est que le texte, il n'est pas toujours très clair. Alors même si les transporteurs font beaucoup d'efforts, et notamment ces dernières années, pour clarifier les messages, on a quand même des messages que même nous, et on passe notre journée dessus, des fois on a des mal à les comprendre, et il faut qu'on fasse quelques fouilles et quelques recherches pour arriver à comprendre ce que veut dire le transporteur. On a certains transporteurs qui sont extrêmement bavards, qui sur une même commande, qui va juste en France, qui part de France, vont nous mettre 10, 15, 20 messages différents. Donc c'est absolument impossible à comprendre pour le client. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point pour lequel c'est vraiment pas une bonne idée d'envoyer vos clients sur la page de suivi du transporteur. Donc ça, c'est une commande que j'avais fait en l'occurrence chez Sephora. Et certains transporteurs, pour monétiser ces pages, passent de la pub. Et là, on se retrouve du coup avec une pub pour un concurrent de Sephora. Donc vous exposez vos clients potentiellement à vos concurrents au travers des pubs qu'ils vont avoir chez le transporteur. Donc du coup, notre recommandation, c'est de construire chez vous une page de suivi. Alors nous, on peut le faire, nos confrères aussi, la construire pour vous. Ça vous permettra en quelques minutes d'avoir une page qui sera chartée à vos couleurs, sur laquelle vous maîtriserez le contenu, vous maîtriserez le message, et surtout, vous allez récupérer énormément de trafic sur cette page. Il faut savoir qu'un client, en moyenne, il va 2-3 fois sur cette page-là, sur toute la durée de l'acheminement de la commande. Donc c'est du trafic que vous pouvez récupérer, sur lequel vous pouvez faire du cross-selling, de l'upselling, passer des offres, l'orienter vers des contenus, donc que vous pouvez vraiment exploiter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Éviter les pages transporteurs et ramener tout chez vous. Le quatrième point sur lequel vous pouvez éviter des appels au service client, ça va être tous les colis qui sont livrés en point de retrait. Alors soit une livraison qui est choisie par le client, ce qui est la plupart des cas, soit une livraison qui est subie, c'est-à-dire un client a demandé une livraison à domicile, et le transporteur n'a pas pu livrer parce que le client n'était pas là, ou en ce moment ça arrive assez fréquemment que les transporteurs dégagent systématiquement les colis en point de retrait à cause de la situation sanitaire. C'est encore pire effectivement quand c'est une instance, une mise en instance, une mise en point de retrait subie parce que le client n'avait pas prévu d'aller chercher son colis en point de retrait et donc il risque de le laisser traîner, de ne pas y aller. Et là il faut impérativement le relancer pour qu'il aille chercher son colis. S'il ne va pas le chercher, c'est un colis qui va revenir chez vous. Il va falloir le gérer en logistique, le réceptionner, le remettre en stock. Ça va demander pas mal de boulot. C'est une vente qui potentiellement va être perdue. Donc vous avez expédié, vous avez payé les frais de port. Ça va revenir chez vous, il va falloir rembourser le client de tout ce qu'il a payé. Une possibilité. Ou lui réexpédier à nouveau sa commande. Et là, du coup, vous allez payer 2 fois les frais de port. Donc, c'est toujours une bonne pratique, quand vous avez une livraison qui arrive en point de retrait, que ça soit subi ou choisi par le client, au bout de 4-5 jours, s'il n'a pas été chercher son colis, lui envoyer un mail, voire un SMS, pour lui rappeler que son colis l'attend, lui donner toutes les informations pour qu'il puisse aller chercher facilement son colis. Donc, quel point de retrait, quelle adresse, quel horaire d'ouverture, éventuellement une carte pour qu'il puisse y aller facilement. Faut savoir aussi que les délais de garde sont différents en fonction des réseaux de points de retrait. C'est généralement 2 semaines, plus ou moins. Ça peut être entre 10 jours et 15 jours. Si vous êtes sur de la livraison sur des lockers, c'est beaucoup plus réduit, c'est 2-3 jours. Donc il y a beaucoup moins de temps pour aller chercher les colis. Et ça vous évitera, si vous faites ça, toute la partie logistique de retour, de remise en stock, et puis tous les échanges avec le client, parce que si le colis revient, il va falloir contacter le client pour savoir ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut un remboursement ou est-ce qu'il veut une réexpédition? Donc ça aussi, ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors même si ce n'est pas énorme en termes de volumétrie, en termes de temps passé et d'impact chez vous, ça va être assez important. Donc si vous pouvez l'éviter, allez-y, et ça ne coûte pas grand-chose de l'éviter. Et le dernier point, la dernière situation qu'on va pouvoir étudier ici, ça va être les retours transporteurs. Alors on risque de se retrouver à peu près dans la même situation que
que le cas précédent. Ça va être des colis qui vont revenir. Alors, les causes de retour transporteur, elles sont diverses. Donc la première, c'est un délai d'instance qui est dépassé. Donc le colis, du coup, revient directement chez vous. Ça peut être aussi, comme on le voit ici, un carton qui a subi quelques outrages, il a quelques problèmes, il a pris l'humidité, il s'est fait écraser par d'autres colis. Le transporteur a considéré que ce colis-là, il ne pouvait pas le livrer décemment. Il a supposé en plus que l'intérieur s'était abîmé, donc il a préféré ne pas prendre le risque de livrer. Donc ça va revenir directement chez vous. Les autres cas, c'est des problèmes d'adresse. Si un transporteur n'arrive pas à trouver l'adresse de livraison, pareil, ça va revenir chez vous. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, des transporteurs qui vont temporiser un peu, qui vont remonter un message disant il y a un problème d'adresse, qui vont laisser la possibilité au destinataire de corriger cette adresse-là ou de la préciser. Encore faut-il que le destinataire soit informé. Et donc, ça c'est toute l'importance de détecter ces retours déjà, de détecter la cause du retour. Donc normalement, toute l'information est présente dans les informations qui remontent depuis les transporteurs vers chez vous. Donc détecter le problème et puis agir en conséquence. Si c'est un retour pour avarie, même chose, il faudra lui demander, est-ce que, monsieur le client, est-ce que vous voulez une réexpédition ou est-ce que vous voulez annuler toute votre commande? Et ça sera le même cas pour à peu près toutes les situations de retour qu'on peut avoir. Il y a une autre situation de retour qui peut se présenter. Là, ce n'est pas le transporteur qui a décidé de vous renvoyer, de vous réexpédier le colis, c'est le client qui a refusé le colis. Alors le client, il peut refuser le colis parce qu'il voit arriver un carton comme ça, et il se dit, à l'intérieur, ça ne va pas être propre, je ne veux pas prendre de risque, je le renvoie directement. Ou alors, ça peut être un client qui a changé d'avis, ça arrive, ou un transporteur qui fait une erreur, qui flague le colis refus client, peut-être parce qu'il n'a pas envie de s'embêter, qu'il n'a pas trouvé l'adresse, que la personne n'était pas là et qu'il ne veut pas avoir de pénalité, et le colis vous revient. Donc là aussi, il faut savoir si le client a vraiment refusé le colis et pour quelle raison il a refusé le colis. Et là aussi, ça peut s'automatiser. Donc ces procédures-là, ça peut passer par du mail, où vous allez demander ce que veut le client, mais vous pouvez aussi complètement automatiser la chaîne, c'est-à-dire lui dire qu'il y a un souci, que le colis est revenu, et que pour donner sa réponse, il va sur un chat, sur un chatbot ou sur un formulaire, sur lequel il va pouvoir dire directement je veux une réexpédition ou je veux être remboursé, et ça peut automatiser complètement le process, et là encore, décharger le service client. C'était la 5e et dernière situation. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions ou des situations dont vous voulez qu'on discute, c'est le moment. La première question est toujours un peu compliquée. Je sens que vous avez une question. Non, c'est pas forcément sur le cas. Alors ça peut être sur d'autres cas. Ouais. Alors, il faut savoir que tous les transporteurs, par défaut, envoient de la communication vers vos clients. Cette communication est la plupart des cas débrayable. C'est-à-dire vous pouvez demander à vos transporteurs de ne plus envoyer tout ou partie de cette communication. Il y a un transporteur qui refuse de le faire, c'est Colissimo, qui considère que ce sont ses clients et qui peut écrire ce qu'il veut à ses clients. Il y a des chances, oui. Là, c'était une page de suivi, c'était pas un mail, mais on a certains très gros clients qui ont essayé et qui ont dû batailler pour obtenir gain de cause. Après, il y a de la communication que quasiment seul le transporteur pourra envoyer. C'est tout ce qui est livraison interactive, tout ce qui est prédict, notamment chez Chronopost ou chez DPD ou chez d'autres transporteurs, où ils vont affiner le créneau de livraison. Où le matin de la livraison, ils vont dire vous allez être livré sur un créneau de 2 heures, puis après sur un créneau d'1 heure, puis après sur un créneau d'une demi-heure, pour être sûr que le destinataire sera là. Ça, c'est une communication qu'on aura du mal à faire parce qu'on n'a pas d'infos suffisamment en temps réel pour pouvoir faire cette communication-là. Donc celle-là, elle peut être laissée au transporteur. L'autre point à savoir, c'est que généralement, le transporteur,
communiquent quand tout va bien. Ils communiquent rarement pour dire qu'il y a un retard, que le colis est en avarie, qu'ils n'ont pas réussi à trouver l'adresse, etc. Donc il y a de toute façon toute une partie de la communication que vous devrez faire parce que le transporteur ne la fera pas. Donc nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de toute façon de reprendre la main sur cette communication le plus possible, parce que c'est chez vous que le client a commandé, ce n'est pas chez un transporteur. Les mails du transporteur, il ne les voit pas forcément, ça peut passer dans les spams. S'il a commandé, s'il a passé 10 commandes dans la semaine, et qu'il est bombardé de mails de transporteur, il ne sait pas forcément à quoi correspondent les colis qu'il va recevoir. Donc de toute façon, la bonne pratique, c'est de reprendre la main dessus. Et même si la communication est doublée, c'est-à-dire que si vous envoyez des mails et que le transporteur envoie les mêmes, ce n'est pas un problème. Nous, on n'a jamais eu de plainte de destinataires parce qu'ils recevaient trop de communication sur cette phase-là. C'est plutôt l'inverse. Il faut savoir aussi que sur ces mails, qui sont des mails transactionnels, il y a un taux d'ouverture qui est extrêmement important. On est de l'ordre de 70 et 80% de taux d'ouverture versus plutôt 20 ou 30 quand vous faites des communications marketing standard. Donc c'est un outil aussi extrêmement puissant pour la communication avec vos clients, pour créer le lien, pour pousser du contenu, pour pousser des offres. Alors il faut le faire avec à bon escient, c'est-à-dire que si vous annoncez un problème à un client, c'est peut-être pas le bon moment pour lui pousser une offre complémentaire. Mais si tout s'est bien passé, là au contraire, c'est sans doute le bon moment pour pousser quelque chose. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions, d'autres remarques, suggestions? Vous êtes tous e-commerçants? Sur quel domaine d'activité? La mode? Pareil. Pareil, bon. Informatique. Et sur la mode, vous avez senti une baisse d'activité plutôt depuis le confinement, ou c'est remonté, ou ça se passe comment sur vos boutiques? Là, après, nous, on est dans un magasin de la TPC et du commerce, sur les commerces, donc ça marche très bien. D'accord. Nous, effectivement, au début, les 3 semaines, on s'est passé Ouais. temps de comprendre ce qui se passait. Et après non, ça s'est pas calmé. Forcément, les magasins. Oui, forcément. Et après, non, c'est là où, effectivement, le décalage de la TPC, vous voyez, les clients a pris justement un peu de poil de la bête avec ça. Donc de la vente sur catalogue à l'ancienne, C'est ça. mais toujours efficace. Donc oui, c'est encore un gros cours chez nous et c'est efficace. Donc non, ça n'a pas trop ralenti. D'accord. C'est plus grand sur le magasin, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et après, le reste, ça va très bien. Ok. Et chez vous? Non, nous, en e-commerce, pareil, on a eu les 3 premières semaines qui étaient un peu Compliqué au début? les gens ne pouvaient pas aller s'acheter des vêtements, en fait. Ouais. Ils étaient surtout des vêtements, surtout Ouais. pour nécessité. Après, ça a repris bien. Par contre, effectivement, les magasins étaient vraiment à la ralenti. Mhm. Et aujourd'hui, ils ont bien repris. Et même en trafic, ça va. Et le commerce a repris finalement assez rapidement. On a réussi à faire fonctionner vers notre entrepôt. D'accord. Pendant le confinement, donc ça nous a permis de continuer l'activité et globalement, ça nous a permis d'avancer sur des sujets plutôt logistiques. Ok. Bon, et informatique, j'imagine que ça a bien cartonné. Oui. Oui. Le truc, c'est qu'en plus, en fait, on vend en direct et directement à des clients comme Fnac, Cdiscount, etc. D'accord. Et sinon, après, pour la partie B2C, nous, en fait, on passe par les marketplaces, donc principalement Amazon, Mhm. et puis après également Fnac Darty également. Donc, cette partie-là, en fait, on a eu pas mal de problèmes de transport et de service client durant cette période, mais effectivement, pour la partie informatique, bah oui. Ouais. On se rend compte qu'ils avaient plutôt ce qu'on fait. Et pour télétravailler, il fallait quand même quelque chose qui tourne. Ouais. Des micro-casques, des souris et des claviers, pour nous, c'était parfait. Mm. Ça cartonnait. Ouais. Alors effectivement, ce qui s'est passé sur les 2 premières semaines du confinement, bon, vous l'avez dit, les gens n'avaient pas forcément la tête à acheter des choses qui n'étaient pas des produits de première nécessité. Puis surtout, il y a eu au niveau transport, il y a eu un peu un vent de panique. Alors personne ne savait trop ce qui allait se passer. Il y avait
Ouais, un début de panique qui a commencé à naître en se disant le transport ne va pas tenir, on n'aura pas les capacités, donc il va être réservé aux produits de première nécessité, alimentaire, santé, etc. En fait, ça ne s'est pas du tout passé, le transport a tenu bon, et heureusement. En revanche, il y a eu beaucoup de mouvements chez les transporteurs. Les réseaux de points de retrait ont fermé, enfin, ont arrêté leur activité parce qu'il y a eu une grosse partie de leur points de dépôt, de points de retrait qui étaient fermés. Mais il y en avait encore qui étaient ouverts. Nous, on a fait des études, il y avait encore 30% des points de retrait qui étaient ouverts malgré tout. Moi, chez EDF, c'est à peu près ça. Ouais. Le commercial, il y a peut-être 20% qui restait ouvert. Mm. Par contre, il y a quand même des gros centres logistiques qui ont fermé temporairement. Alors, On travaille avec Colissimo et celui dans 94. Ils ont fermé presque une semaine. bah, ce qui s'est passé ouais, chez Colissimo, c'est qu'ils ont réduit la voilure de façon extrêmement importante. Ils livraient plus que 3 jours par semaine. Enfin, ils travaillaient plus que 3 jours par semaine pour faire tourner les équipes. Et du coup, ça faisait, enfin, ils prenaient plus que 70% en gros des volumes de leurs clients. Donc, il y a eu un gros report chez Chronopost, chez DPD, chez Colis Privé. Chronopost a doublé ses volumes en l'espace de 3 semaines. Donc, avec des gestions opérationnelles qui devaient être un peu compliquées. Mais effectivement, pendant les 2 premières semaines, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, si ça allait tenir, pas tenir, des transporteurs qui arrêtaient, d'autres qui augmentaient la voilure. Mais après cette phase de flottement, effectivement, ça s'est beaucoup mieux passé. Effectivement. Mais on a eu, je pense que tout le monde a eu peur ou s'est fait peur au début, en se demandant si ça allait vraiment tenir. Heureusement, ça a tenu. Du coup, il y a une petite question. Oui. Tout à l'heure, vous disiez qu'on rattrapait des retards de gestion à Togo. On allait utiliser un autre transporteur. Moi, ça m'est arrivé, j'ai passé une commande de perso. Voilà, j'ai pris un Colissimo, ça m'a été livré le lendemain pour le poste. Ouais. Et je me demandais comment les boîtes elles arrivent en fait à absorber le surplus, parce que un Chronopost c'est beaucoup plus cher qu'un Colissimo. Mais du coup, comment ils font, parce que moi je me pose la question pour nous. Et quand je regarde la facture du Colissimo et la facture de Chronopost, on voit du. C'est pas la même chose. Ouais. Pour un colis. Et du coup, comment on peut se permettre de le faire sans pour autant De garder les marges. dire qu'on fait du beurre au client. Alors, il y a une partie stratégie commerciale qui peut être de satisfaire au mieux le client et de respecter la promesse de livraison quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, comme diraient certains. Ça peut être une stratégie, mais il faut avoir les moyens financiers pour le faire. Après, on peut se rattraper, parce qu'on peut aussi jouer l'inverse. C'est-à-dire que certains sites ne vous vendent pas un transporteur, mais vous vendent une prestation de livraison. Ça va être de la livraison express le lendemain chez vous, ça va être de la livraison de jour économique. Et sur cette livraison express, en fonction du lieu où est situé votre entrepôt, il y a peut-être certains codes postaux qui peuvent être livrés en J+1 par du Colissimo. Et donc là, ce n'est pas la peine de prendre du Chronopost pour livrer en J+1 parce que Colissimo pourra le faire, avec la même qualité de service. Donc là, du coup, ils peuvent se rattraper là-dessus et allouer les économies qu'ils ont fait à rattraper des retards. Donc il faut vraiment voir le truc dans les deux sens. Mais ça peut effectivement avoir un coût. Ah, parce que nous, sur notre site, on propose de la livraison express en Chronopost, mais la plupart des commandes partent en Colissimo, c'est une moyen de livraison gratuit. Enfin, à partir de 80 €, ça va très vite chez nous. Et c'est vrai que le coût du Chronopost, on fait du multicolis, donc si dans notre commande, il y a 2 produits qui sont pas indépendants, ça part en 2 colis, donc on a fait une moyenne. Notre livraison, coût de livraison par commande est d'environ 10-12 €. D'accord. Donc c'est quand même hyper élevé. Alors Chronopost, on double quoi. Ouais. Notre marge sur un produit clairement. Ouais, là, il faut que vous vous rattrapiez effectivement sur les repeat business. Et d'où l'importance de fidéliser les clients. Et donc, ça peut valoir le coup d'investir un peu plus, notamment. Alors, ça peut se jouer aussi si c'est la première fois qu'un client commande chez vous. C'est plus sensible parce qu'il n'a pas d'histoire avec votre marque. Et si la première commande se passe mal, il risque de ne pas revenir. Donc, ça vaut peut-être le coup d'investir un peu plus sur la première commande pour construire une belle histoire avec lui. Et puis, les commandes d'après, s'il y en a 4 qui se passent bien et que la 5e se passe moins bien, il sera sans doute un peu moins sensible à cet effet-là.
Ça, c'est vraiment des arbitrages commerciaux. Il faut voir les marges aussi au bout, il faut voir le repeat business. Mais effectivement, ça dépend beaucoup de la volonté commerciale et de l'expérience que vous voulez construire avec vos clients. Mais il faut le financer. D'autres points que vous souhaitiez aborder, des questions profitez-en, on a un peu de temps. Sur tout ce qui est post-achat, si vous posez des questions, même si ça sort un peu du cadre de la conf, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si dans vos clients, vous avez une salle un peu en moyenne de la part des appels vidéo. Ouais, C'est variable, alors, il y a quand même une moyenne qui se dégage. non, c'est assez variable, mais ça reste quand même généralement assez important, c'est entre 30 et 60% des appels. Donc c'est énorme, ça coûte extrêmement cher. Et en fait, notre solution, elle se rentabilise déjà que sur ça, sur la réduction des appels. Un appel, suivant comment il va être traité, si c'est traité au Maghreb ou dans l'océan Indien ou en France, ça va vous coûter entre 2,50 € en France et puis 1,50 € en Tunisie, au Maroc, un peu moins cher dans l'océan Indien. Donc les calculs, ils sont vite faits, quoi. On voit qu'on arrive, nous, à réduire, alors ça ne vient pas tout de suite, hein, mais on peut réduire de 30-40% les Wismo. Donc le calcul est facile à faire, ça se voit tout de suite. Ça demande un petit peu de boulot parce qu'il faut identifier déjà des situations qui vous génèrent de l'appel. Donc déjà, il faut avoir un système, un logiciel de call center qui permet de qualifier les appels et que les agents du call center les qualifient correctement, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'ils prennent beaucoup d'appels, beaucoup de contacts et ce n'est pas toujours évident d'identifier la cause, il peut y en avoir plusieurs, mais il faut qu'on ait une bonne donnée en entrée. Ça va permettre de voir quelles sont les causes d'appel et on peut voir tous les scénarios qu'on peut mettre en place pour réduire ces causes d'appel-là. Donc ça peut être de la communication, pousser du mail, pousser du SMS, on est en train de brancher d'autres canaux aussi, du WhatsApp, notamment le Messenger, des choses comme ça. Ça peut être fournir une page de suivi aussi, ça c'est quand même la base. Ça peut être mettre en place des chatbots, il y a toute une panoplie de services qu'on peut mettre en place pour réduire les appels. On est aussi, quand on arrive chez un client, on se retrouve souvent avec des situations d'incohérence de communication. Le point que je vous citais tout à l'heure sur le mail d'expédition qui est envoyé à l'édition d'étiquette, ça génère de l'appel de façon importante, surtout quand on est en peak season, quand on approche de Noël, etc. Donc ça, c'est des process opérationnels qu'il faut tuner en interne, et rien que ça peut faire baisser le nombre de contacts sur le service client. Donc en fait, le fait d'avoir de la donnée sur toute la chaîne, ça permet d'identifier plein de petits points sur lesquels on peut mettre de l'huile et ça facilite la vie de tout le monde, que ce soit aux opérations dans les entrepôts qu'au service client. Vous êtes tous plutôt sur le service client ou direction e-commerce ou pas du tout? E-commerce, ouais. D'accord. Ouais. Ok. C'est avec Rémi? Ouais. Une plateforme SaaS. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous nous envoyez de l'info, donc on prend des infos qui viennent de chez vous, c'est les commandes, les expéditions, éventuellement les contenus des commandes, puis éventuellement des événements de préparation de commandes. On va ensuite chercher l'information chez les transporteurs, on agrège tout ça, et puis on calcule, chaque message qui vient d'un transporteur chez nous est qualifié, et c'est à partir de cette qualification qu'on va calculer les indicateurs. Donc des délais de livraison, de prise en charge, de prise de rendez-vous, on a une bonne trentaine de délais différents qu'on calcule. Cette même qualification des messages, ça va aussi nous servir de déclencheur pour l'envoi de mails, d'SMS. Donc ça va être est-ce que le colis est arrivé en point de retrait, est-ce qu'il est pris en charge, est-ce qu'il est dans la phase de livraison, etc. Et puis ces mêmes informations vont servir aussi pour restituer l'information au service client chez vous,
ou au client sur sa page de suivi, avec des étapes qui sont standardisées, qui sont toujours les mêmes pour tous les transporteurs, et qui sont claires et directement exploitables. Et pour le service client, on va jusqu'à analyser la situation et résumer la situation en une phrase. Donc comme ça, le service client n'a pas analysé ce qui s'est passé sur la commande, à reprendre toutes les traces transporteurs pour essayer de comprendre ce que ça veut dire et comprendre où est le colis. Il a sa timeline avec des étapes standards et une phrase qui lui dit le colis aurait dû être livré hier, il y a une journée de retard. Il peut restituer cette phrase-là au client. Donc ça réduit aussi la formation nécessaire aux personnes qui travaillent au service client. C'est pas la peine de les former sur le transport ou d'avoir des équipes dédiées transport au service client. Ce qu'on constate aussi souvent, parce que ça demande une compétence, ça peut demander une compétence particulière. Ou alors il faut escalader le service client au niveau 1 et peut être sous-traité à l'extérieur. Et puis quand ça concerne le transport, ça remonte chez vous. Il y a tous les circuits qui sont envisageables. Et en moyenne, vous conseillez d'avoir combien de transporteurs je pense que quand on a un client, on a un transporteur face à nous. Alors on va regarder lequel est le moins cher, lequel est le plus pratique. Alors la base, c'est qu'il faut proposer les différents services qu'attend le client aujourd'hui. Donc au minimum, c'est de la livraison éco, de la livraison express et du point de retrait. Ça, c'est la base. Alors vous pouvez prendre un transporteur qui fait tout ça, ou en prendre plusieurs. Après, il y a d'autres, alors suivant la typologie de produit, bon, vous n'êtes pas trop concerné, vous ne faites pas de volumineux, mais quand on fait du volumineux, ça se complique sacrément. Pour livrer du meuble, il n'y a pas non plus 50 000 transporteurs qui sont capables de le faire, et des fois c'est des locaux et c'est compliqué. Vous pouvez avoir de la livraison same-day sur certaines zones aussi, qui peut être intéressante pour vous. Et ensuite, ça va dépendre des volumétries que vous avez. Si vous avez beaucoup de volume, vous allez pouvoir vous permettre de prendre des transporteurs en concurrence. C'est-à-dire d'avoir un colissimo et un colis privé, par exemple, qui vont livrer en J+2, les deux, et c'est vous qui arbitrerez, en fonction du panier moyen, en fonction de critères qui vous semblent les plus pertinents, de savoir sur quel transporteur vous routerez. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment de volume, parce que si à 10 000 commandes par mois, vous avez 10 transporteurs, vous aurez des prix qui ne seront pas intéressants chez les transporteurs. Ça va demander une gestion en plus qui va être assez lourde, donc ça ne va pas être intéressant. Donc en fait, voilà, la balance elle est là, il faut proposer les services minimums pour le client, et puis après, en fonction des volumes que vous avez, vous prenez plus de transporteurs ou moins. Avoir plus de transporteurs, c'était assez intéressant dans la période qu'on vient de passer, parce qu'avec les transporteurs qui s'arrêtent, qui réduisent leur voilure, il fallait renvoyer les volumes sur d'autres. Donc il faut aussi avoir cette agilité-là. Donc nous, justement, c'est ce qu'on propose depuis qu'on fait l'édition d'étiquettes. Une fois que vous êtes branché chez nous, vous voulez intégrer utiliser un nouveau transporteur, il y a juste à modifier l'info que vous nous envoyez, il n'y a pas de connecteur à développer, il y a pas de... vous négociez le contrat avec eux, vous nous dites on a intégré celui-là, vous nous l'envoyez et nous on édite l'étiquette. Donc ça vous donne aussi beaucoup de souplesse, soit pour faire des tests, soit pour utiliser un nouveau transporteur parce qu'il y a une situation donnée, soit ouvrir aussi un nouveau pays, et auquel cas il faut un transporteur dans le pays en question. Donc il y a aussi cette souplesse-là qui est intéressante. C'est bon pour tout le monde ? De toute façon, si vous avez d'autres questions, je suis là toute la journée, je suis plutôt en bas, moi, sur les...